Alors, je vous parlais d'inquiétude des Américains. Justement, on va voir ce que ça veut dire. Hein. C'est pas simplement moi ici qui suis en train de vous dire non, non, mais les Américains s'inquiètent. Je vais vous montrer ce papier. Et c'est pour ça que Donald Trump, on a vu son tweet contre le Wall Street Journal. C'est ce papier qui a généré la colère de Donald Trump, qui a traité quand même le Wall Street Journal de globaliste, donc de globaliste. N'oublions pas non plus, juste petite parenthèse, cher maître, que le groupe Trump International est globaliste parce que oui. ils ont des hôtels dans le monde entier ou pas loin, mais bon, quand là on fait de la politique, c'est Globaliste différent. est devenu un peu le nouveau terme comme communiste, qui Oui, veut juste dire méchant. méchant. Il faut pas savoir ce que ça veut dire plus que ça. C'est juste le nouveau terme qu'on donne aux méchants qui ne sont pas assez américains. Oui, surtout qui veut en rajouter des casinos et des hôtels dans d'autres pays. Hein. Exactement, y compris à Gaza. On va voir cet article qui a entraîné sa colère en termes d'inquiétude. Donc, je disais, et c'est là que c'est extrêmement intéressant parce que c'est une inquiétude qui touche la totalité désormais de la population américaine, quelles que soient les classes sociales. Que ce soit pour les achats de produits de base comme les produits de luxe. On va avancer dans cet article-là et on se rend compte que, par exemple, des groupes comme Walmart expliquent que les gens achètent moins, achètent en taille plus petite, achètent vraiment, se limitent aux premières nécessités, du côté de chez McDonald's, les résultats, c'est un indice important, l'indice McDonald's. Les résultats de ce début d'année commencent très mal. Ça veut dire que les gens, y compris les gens qui ont peu d'argent, c'est pour ça que l'indice McDonald's est important parce qu'il permet de mesurer ce qu'on appelle le disposable income, donc l'argent disponible chez des gens qui en ont peu. Et on se rend compte que ça ne marche pas. Et pareil, au niveau de ces boutiques spécialisées comme Dollar General, qui sont des boutiques où vous pouvez acheter des tas de choses qui viennent de Chine, qui coûtent très très peu, en disant, on se rend compte que la population, désormais, n'a plus que d'argent pour les besoins essentiels. Plus loin dans l'article, on va apprendre que la situation est telle aux États-Unis qu'une partie de la population, et je sais qu'on a des mêmes symptômes en France, une partie de la population, lorsqu'ils reçoivent de manière souvent hebdomadaire ou bi-hebdomadaire ici leur chèque, leur salaire, l'argent qu'il y a sur ce chèque-là a déjà été consommé. Donc c'est une situation économique qui est extrêmement préoccupante. Vas-y Thomas, on continue à avancer. Donc ça c'est pour les personnes avec des moyens plus limités. On va se rendre compte, toujours dans l'inquiétude numéro 3, que lorsque on regarde dans les personnes qui ont de l'argent cette fois-ci, on va voir qu'il y a la même... on est dans l'inquiétude, Thomas. Oui, mais il n'y a pas d'inquiétude 3. Alors prends le 4. Non plus, il y en a 2. Il y a 2, inquiétude 2. Ok, mais en tout cas, on voit que on va aller sur incertitude, alors peut-être. En tout cas, que même du coup, chez les gens qui ont de l'argent, toute l'entreprise du luxe aux États-Unis, et ça, c'est une première, parce que l'entreprise du luxe, assez ironiquement, a toujours prospecté pendant la période, pendant des périodes de crise. Ce n'est plus le cas, hein, avec une chute du marché du luxe aux États-Unis de 9%, en comparaison de il y a un an, après une chute de 5,9%, un déclin en janvier, et que donc tous les aspects de l'économie américaine sont touchés. Et du coup, cela crée une incertitude. Et cette incertitude,
elle est mesurée. Il y a un index aux États-Unis, un indice qui mesure l'incertitude des petites et moyennes entreprises qui était au plus haut dans le sens contraire de l'incertitude, dans les certitudes après la victoire de Donald Trump en se disant on va profiter de cette situation. Et là, c'est un indice qui existe depuis 1980. On est au deuxième pire résultat en termes d'incertitude sur l'avenir. Je pense qu'on a la courbe quelque part, Thomas. Là, voilà. Donc, on se rend compte que le record, on était passé au-dessus de 100, qui était juste avant l'élection, ce qui, à un moment où on ne savait pas qui allait être élu. Donc, c'est le mois d'octobre dernier. Et puis, on voit que l'élection de Donald Trump avait fait chuter le niveau d'incertitude et sa politique, ce qui se passe ces derniers jours, a fait augmenter ce niveau d'incertitude. Pourquoi ? Parce que les électeurs américains reprochent à Donald Trump son manque de stabilité. Lui qui a toujours dit que c'était un génie stable, là on lui reproche son manque d'instabilité et le fait qu'il est erratique, qu'il va dans tous les sens. Donc on va voir ce que ça donne en termes de sondage. Ça arrive. Vous voyez qu'on estime qu'à 57%, que ce sont les décisions économiques de Trump sont trop instables. Évidemment, lorsqu'on regarde du côté des partis politiques, mais ce qui est intéressant lorsqu'on regarde du côté des partis politiques, on n'est pas surpris de voir que 89% des démocrates considèrent que sa politique économique est trop instable. Et on pourrait se dire, ouais, mais regardez, du côté des républicains, on voit qu'il est en train de perdre des électeurs républicains parce qu'il n'y a pas cette même proportion. Il n'y a que 60% des électeurs républicains qui disent non, c'est pas de sa faute, ils ne sont pas d'accord avec lui, il a une bonne politique économique. Vous avez 29%, un tiers des républicains, c'est un tiers du cœur de l'électorat de Donald Trump qui désormais considère qu'il est trop erratique. On va voir. Dans ces 11%, tu crois qu'il y en a combien qui ne veulent pas admettre que Trump a fait une erreur? Donc, quand tu penses, c'est 29% de gens qui ont sûrement voté pour Trump qui osent maintenant dire, même juste 50 jours après l'élection, qu'il y a eu une erreur. Oui, on avait la même, je ne sais pas si on se souvient la dernière fois, avec les chiffres lorsqu'on demandait aux Américains s'ils soutenaient ou pas Doge. Oui. Donc Doge, Elon Musk, donc je suis républicain, oui, je le soutiens. Et quand on a enlevé dans la question le mot Doge et le mot Elon Musk, et qu'on leur donnait des actions faites par Doge, une partie de ces électeurs-là qui n'avaient pas reconnu et qui du coup ne se cachaient pas, comme tu viens de le dire, derrière l'étiquette, expliquaient que non, c'était problématique. Donc on l'a vu, c'est désormais un titre, donc on le voit grâce à ce sondage Reuters. On va continuer dans le même chapitre. Et oui, on arrive à un titre qui doit faire paniquer la Maison-Blanche. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, lors de sa conférence de presse, il a préféré parler de la manière dont il souhaitait envoyer des militaires au Groenland et que l'OTAN devait l'aider à annexer le Groenland, parce que c'est ça ce qu'il ne veut pas voir, qu'après 50 jours, et ça c'était le 11 mars dernier, ça ne s'est pas amélioré depuis, en 50 jours, la lune de miel des Américains avec Donald Trump, une partie des Américains, est en train de disparaître à cause de l'économie. Et ça, c'est nouveau. L'économie qui désormais est une vulnérabilité de Trump. Rappelez-vous ce que disait Laura Ingraham dans l'idée de dire non, mais Donald Trump, c'est le business president. Bien sûr. C'est l'homme des affaires. C'est ce qu'on avait vu sur le sondage, ou pas le sondage, où on avait comparé les statistiques du premier... du Trump 1 contre Trump 2, c'est que même avant Covid, il pouvait toujours dire regardez la bourse, regardez ce que je fais pour l'économie. Maintenant, ce n'est plus le cas. Et c'est quelque chose, on n'a jamais vu un Trump qui ne pouvait pas se reposer sur ça, qui ne pouvait pas montrer ça à sa base.
Exactement. Et donc, du coup, ça a un effet sur sa courbe de popularité. On va regarder après cette illustration-là. On a donc ce qu'on appelle les favorables, donc de savoir si les gens ont une opinion favorable ou pas de Trump. Et vous voyez quoi? Vous voyez que les courbes se sont croisées et que donc au moment de l'élection, c'est intéressant de le savoir aussi, c'est qu'une fois que Trump, on avait reçu Jean-Marc Léger pour en parler, une fois que Trump avait été élu, il y a une partie des électeurs qui étaient y compris un petit peu de démocrates d'ailleurs, mais qui étaient principalement ni démocrates ni républicains, qui s'étaient dit, ok, bon, maintenant qu'il est élu, il va réussir, tout le monde va en profiter. Et donc, il était repassé pour un moment d'avoir une courbe favorable. Et ce n'est plus le cas. Et on va voir que lorsqu'on va rentrer dans d'autres compagnies de sondage qui sont un peu plus récentes que celle-là, la cote de confiance contre Donald Trump est encore plus forte. Et ce qui est extrêmement intéressant, et qui va être confirmé dans le sondage CNN, je vous disais qu'il y avait quelque chose de vraiment fort dans toutes ces études-là, c'est que lorsqu'on demande aux Américains aujourd'hui s'ils approuvent ou pas la manière dont Donald Trump mène certains aspects de sa politique, on se rend compte que, à part l'immigration et peut-être le budget fédéral, parce qu'on ne sait pas trop ce que c'est, soyons clairs, hein, on ne sait pas ce que ça veut dire, il y a un petit peu de doge là-dedans, etc., etc. On se rend compte que tout ce qu'est en train de faire Donald Trump, c'est un échec. Et lorsque vous regardez vers tout en bas du tableau, je ne compterai pas les crypto-monnaies parce que vous voyez que clairement 40% quasiment de la population américaine n'a aucune idée de quoi il s'agit. Donc ils sont neutres, on va dire ça. Mais lorsqu'on voit du côté économique, et ça c'est nouveau, vous avez à l'heure actuelle 48% des Américains qui désapprouvent la politique économique de Donald Trump et simplement 37% qui approuvent ses choix. Donc on est sorti de droite-gauche, on est sorti de MAGA, anti-MAGA. Désormais, lorsque on demande aux Américains de juger la politique de Donald Trump, globalement, la politique économique de Donald Trump, globalement, il la rejette, y compris dans ses rangs. Et c'est pour ça qu'on a vu cette chute de sa courbe d'opinion favorable. Pendant que je vous parlais, il y a un autre institut de sondage, Quinnipiac, on en a souvent parlé, qui vient de sortir son sondage de courbe de favorabilité de Trump, et il n'a plus que 42% d'opinion favorable. Ce sont des chiffres de fin de mandat. Donald Trump commence, où il a terminé son mandat, on va le voir, en 2021. Et c'est au niveau de l'économie où on se rend compte qu'il y a le plus fort rejet, selon les sondages, entre 55 et 60% des Américains. Oui, et quand tu vois, si on peut revenir sur ce tableau, juste en dessous de l'économie, il y avait tout qui touchait à le système santé aux États-Unis. Donc les deux, parce que quand on parle de la guerre en Ukraine et la Russie, l'Israël et tout ça, c'est pas nécessairement des choses qui touchent au quotidien des Américains. Mais quand on est sur les deux sujets qui touchent les trois même, je mettrais le Canada dans ça, parce que c'est des relations économiques aussi. Mais quand on touche vraiment aux deux qui sont vraiment aux sains, parce qu'on va aller faire des courses tous les jours, on va aller se faire soigner, et tout ça, on voit la différence, elle est vraiment majeure. Tu as 13 points d'écart et tu as 11 points d'écart, sans compter sûrement la partie qui est neutre, où il y a sûrement une partie de la population qui n'a pas envie d'aller contre son voix en novembre. Ça montre vraiment qu'après 50 jours, le pays, il va vraiment mal. Et c'est inquiétant de se dire qu'on va encore vivre une période historique économiquement. Non, c'est exactement. Ça veut dire que le pays va mal et que donc il faut vraiment lire tout ce qui se passe en ce moment de Trump, de faire venir des Tesla à la Maison-Blanche
à ses déclarations sur le Canada encore aujourd'hui, sur le Groenland encore aujourd'hui, ses tweets de 200%, comme une manière, demain on en parlera avec la politique migratoire par exemple, qui est une manière de dissimuler tout ça. Parce que justement, on va arriver à ce sondage CNN. On va commencer par cette illustration avant de rentrer dans les chiffres. Ce chiffre, donc, qui est la dernière, Thomas, s'il te plaît. Voilà, qui résume l'ampleur de la chute de Donald Trump. Donc, vous voyez, 56% des Américains n'approuvent pas, rejettent la manière dont Donald Trump mène l'économie. C'est une première. On va voir tout à l'heure ce que ça veut dire en termes, lorsque je vous dis c'est une première, qu'est-ce que ça veut dire en termes de comparaison avec le passé de Donald Trump. On va faire une petite pause et on va ouvrir cette section sur l'économie à travers ce sondage CNN. Vous allez voir, c'est extrêmement intéressant. Parenthèse de terminer, 15 pouces des 600, allez-y, poussez comme ça. Et on voulait remercier pour son doublé, un merci à Isabella pour tout son soutien. Et on continue avec Nickéalé, merci beaucoup pour ton soutien, pour ton super sticker. Ça fait bien de te revoir, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci d'être là, merci d'être au rendez-vous tout le monde. C'est vraiment très sympa de voir que même si nous ne sommes pas ici de manière régulière, à chaque fois que vous êtes là, vraiment, ça nous touche énormément. Avant de commencer ce sondage CNN, une mini parenthèse pour le coup, je le jure, parce qu'en fait, je l'avais oublié dans la partie précédente et je ne veux pas l'oublier. Lorsque tout à l'heure, je vous expliquais que vous aviez donc un Tuberville qui va sur Fox News pour dire voilà, non, no pain, no gain, que vous avez Laura Ingraham toujours sur Fox News qui est en train de vous dire non, mais ignorez tout ça, hein, c'est le mot qu'elle a utilisé, ignorez tout ça. Je vais vous montrer comment un influenceur pro-Trump tente de tourner tout ça. Et là, on n'est même plus dans du changement de perspective, on est à 100% dans de la fake news. Je vais vous montrer donc ce tweet qui a fait le tour hier sur Warren Buffett. Donc c'est en expliquant breaking, donc on a l'impression que c'est une news breaking, hein, c'est très à la mode en ce moment si vous voulez créer de l'engagement sur Twitter, si vous voulez que les gens voient vos tweets, vous écrivez breaking en haut. Hein. C'est une citation qui suit, donc c'est du sérieux. Exactement. Donc Warren Buffett, vous le savez, c'est ce spécialiste des marchés boursiers. C'est le seul qui, ces dernières semaines d'ailleurs, on a vu tous ces milliardaires prendre des gamelles et perdre des milliards de dollars avec les résultats économiques. Le seul qui a gagné de l'argent pendant la chute, c'est Warren Buffett, 94 ans, on le signale, mais qui a ce sentiment de dire « Ok, moi je vais partir, je vais être assez pépère dans ma gestion et je vais partir sur des valeurs sûres. » Et donc, ce tweet, hein, parce que c'est une légende forcément aux États-Unis, c'est une sorte de Nostradamus, si vous voulez, de la bourse, et de dire que Warren Buffett dit que le président est en train de prendre les meilleures décisions économiques pour l'Amérique en 50 ans. Et oui, évidemment, vous l'avez compris, c'est à 100% une fake news parce que Warren Buffett a dit exactement le
contraire. Mais ça venait d'une bonne source, là. On était sur The Patriot Oasis. Exactement. Quand même, connu pour de la bonne information. Là, on est sur Business Insider, qui est un vrai magazine. D'ailleurs, on verra. Je vous ai gardé la petite barre là-haut pour vous montrer que la petite barre, les décisions financières sont tellement bonnes que vous avez toutes les valeurs qui sont au rouge là-haut. John Nasdaq, S&P 500. Nvidia -7. C'est la couleur de Trump, c'est la couleur MAGA, là, le rouge. Exactement, et qui lui expliquait que c'était un acte de guerre, et en expliquant dans l'article, j'ai beaucoup aimé ça en disant The Tooth Fairy, donc en disant à la fin c'est qui va payer les tarifs, les frais douaniers, c'est pas la petite souris, c'est le public américain, c'est le consommateur américain, donc ça va ralentir l'économie américaine. Donc voilà, on en est, fin de la parenthèse, au moment où on invente des citations pour venir apporter son soutien à la politique de Donald Trump, alors que c'est un rejet. Donc on vous revient, Thomas, sur CNN, donc sur cette illustration qui vous montrait que 56% des Américains rejettent la politique économique de Donald Trump. Voilà. On a une petite vidéo, je sais que vous l'aimez beaucoup, donc on a une petite vidéo de CNN, de Harrington, qui fait le tour de ça. Vous allez voir, il va utiliser un mot-clé qui est « awful ». Awful en anglais, A-W-F-U-L, ça veut dire affreux. Il ne parle pas d'un aspect physique de quelqu'un, mais il parle des chiffres de Donald Trump en termes de popularité actuellement. C'est une chute complète, donc voilà, c'est affreux. On écoute Harrington. We're going to look at a presidents at this point in their presidency, right? And the word here that I would use to describe Trump is awful. In fact, the only person who does worse than Trump does right now with a +1 net approval rating is himself. Back in 2017 when he was at -8. So he's doing better than he was. I was going to say, you could put it another way. He's making gains. He's making gains, but he's doing worse than everybody else. The average president at this point, get this, plus 27 points on their net approval rating. Donald Trump is doing historically awful. The only person he beats is, again, himself from term number 1. How about on the issue that, one, he says he was most elected to fix, and he said he would do it on day one, which would be the economy. On the economy, well, he beat himself on overall, but on the economy, he can't even beat himself. Again, this is historically the worst going back in polling at this point in a presidency, the net approval rating on the economy. He's right now at -4 points. In term number 1, he was at +8 points. Historically, the average is +15 points. He is doing nearly 20 points worse than the average president when it comes to the economy on net approval rating. He is historically doing awful, awful, awful. Weak. And on the issue on which he was elected to, of course... Voilà, affreux. Donc, on voit que lorsque l'on compare la situation de Trump, et c'était juste avant que on a les chiffres où il est passé maintenant en cote défavorable complètement, il était à +1 à ce moment-là, en nous expliquant que lorsqu'on regarde, on fait la moyenne des autres présidents, après 50 jours, on est à la fameuse moitié des 100 jours. Donc lorsqu'on est à 50 jours, les présidents ont des cotes de popularité en moyenne, donc de +27, et que Trump a +1, que le seul qu'il battait, c'était Trump 2017, lorsqu'il avait gagné par surprise cette élection, et il y avait tous ces mouvements de résistance dans les rues, de manifestations, etc., etc. Et que donc, lorsque l'on rentrait dans le sujet le plus fort de Donald Trump, sur celui sur lequel il s'est fait élire, donc il y en avait deux, vous vous en souvenez, il y avait l'économie et l'immigration, mais en premier, l'économie, Cody vous a expliqué combien ce sont des sujets qui sont importants au cœur et au porte-monnaie des Américains, qu'il avait promis de corriger en une journée, c'est ça, Day One. En Day One, on se rend compte que c'est pire parce qu'il a une cote négative, il est à -4, alors que même lui, lorsqu'il était président en 2017 et que les Américains le rejetaient, sur l'économie, il avait du +8. Les Américains, globalement, le rejetaient, mais en disant « Ok, non, mais il n'est pas bon, mais sur l'économie, ouais, ok, d'accord, on a confiance. »
et donc il avait plus 8. Là, finalement, il se retrouve avec moins 4, alors que la moyenne est à plus 15. Donc on va rentrer dans les détails de ce. Donc voilà le titre d'abord. Donc c'est absolument clair en disant voilà que les Américains ont une opinion négative de Donald Trump sur le terme économique. J'insiste là-dessus, et vous allez voir pourquoi très vite, parce que c'est la force de Donald Trump. La force de Donald Trump, c'est l'économie. Aujourd'hui, les Américains, et ça dépasse le cadre de simplement les démocrates, les Américains rejettent la politique économique de Donald Trump. On va rentrer donc dans les détails très rapidement de ce sondage. Non, si tu peux faire CNN détails, s'il te plaît. Merci. Voilà, donc dans ce sondage-là qui est paru donc mercredi, pour que vous voyez les chiffres, est-ce qu'ils sont là, blablabla. 1200 sondés. Exactement, 1000. Et que donc c'était entre le 6 et le 9 mars, donc il y a une semaine. Il y a une semaine, et donc c'était avant ce qui s'est passé ces derniers jours. D'ailleurs, il y avait un petit mème, Thomas, qui combinait le fameux fond rouge de la crise économique et les fameux mèmes avec J.D. Vance. Tu t'en souviens, Cody, de ces mèmes-là? Oui. Il attend encore son merci. Il attend son merci. Voilà, bon, allez, on retourne dans les chiffres, excuse-moi. Oui, on peut regarder le tableau que tu nous proposais avant de rentrer dans les détails. Et on voit donc que là aussi, c'est le 3e institut de sondage, le 4e parce qu'apparemment, je ne les ai pas encore étudiés, mais ce sont aussi les chiffres de Quinnipiac qui nous montrent que, OK, sur l'immigration, les Américains continuent à faire confiance à Donald Trump, mais le reste, ça ne fonctionne pas. Vous voyez son boulot en gras, son boulot en termes de président, vous avez 54% des Américains qui sont contre ça, mais après, lorsque vous regardez l'économie, 56% d'opinions négatives. Lorsque vous regardez la santé, Cody vous l'a dit, 56% d'opinions négatives. Lorsque vous regardez la politique étrangère, le sondage a été fait juste après le passage de Zelensky à la Maison-Blanche. 58. Et lorsque vous regardez, c'est le plus beau mot, c'est ce qu'il avait dit, c'était le plus beau mot de la langue anglaise. Il avait expliqué les tariffs. Vous voyez que 61% des Américains qui commencent à comprendre, c'est-à-dire, tiens, Cody aussi nous l'avait souligné dans la dernière émission, que c'était arrivé, c'était quoi? C'était Google, sur Google, c'est ça? Oui, que le jour après l'élection, la recherche numéro 1, c'était c'est quoi un tarif? Qui doit payer? Non, c'est juste c'est quoi? Pas qui doit payer, parce qu'ils ne savaient même pas que c'est un truc où les gens devaient payer, mais c'est juste de savoir ce que c'était. Et en parlant des réseaux et tout ça, je sais qu'il y a quelques jours, il y a la Maison-Blanche qui a posté l'inflation est la plus basse que ça a jamais été, les œufs et tout ça. Et dans les commentaires, il y avait vraiment énormément de commentaires en disant « Ouais, super, mais j'ai perdu X milliers à la bourse, tu vois, ma retraite est de X milliers de pertes et tout ça. » Et c'est vraiment quelque chose que les gens, même si Trump dit qu'un œuf coûte moins cher maintenant, c'est quand tu as enlevé toute la retraite de quelqu'un, c'est pas le prix d'un œuf qui compte. C'est dit. Fermé, oui. Voilà, j'attendais que tu dises ça, que la parenthèse était fermée. Donc vas-y Thomas, ouvre-nous donc ces chiffres CNN. On va regarder dans le détail. Et donc, j'aime bien ce genre de tableau qui vous donne une perspective historique. Donc on va s'intéresser aux deux colonnes en gras. Donc le chiffre des personnes qui approuvent Donald Trump, donc vous l'avez là, et puis le chiffre des personnes qui ne soutiennent plus Donald Trump, qui considèrent qu'il ne fait pas un bon boulot en termes de président. Donc vous voyez, on est rentré dans le négatif 45-54. En fait, depuis le mois de janvier, c'est comme ça. Et on se rend compte que il y a ce rejet fort, c'est 55%. 54%, si vous regardez, à part cette exception
qui était en octobre 2017 où il était à 57%, nous sommes dans déjà le taux maximum, à peu près 54-55% de rejet de Donald Trump. Nous sommes à 50 jours de son mandat et déjà les Américains, alors oui, bien sûr, ça peut changer, mais la présidence Biden nous a montré que c'était très difficile. Une fois que Biden a croisé les courbes, on s'en rappelle, c'était quelques mois après son arrivée à la Maison-Blanche. Une fois que les courbes ont été croisées, c'est très très dur de remonter. Souvent, il faut un événement majeur qui fait que les Américains vont se rallier derrière leur président. Et donc, Donald Trump, en termes... On ne peut pas parler d'usure de pouvoir, mais il a des chiffres de quelqu'un qui a justement l'usure du pouvoir. On va voir le suivant, ou tu veux dire quelque chose? Vas-y, ne te gêne pas, interviens quand tu as besoin de le faire. Bah vas-y, tu peux prendre celui-là. Donc là, on va parler de l'économie, voir si les gens approuvent ou pas de la manière qui gère l'économie. Et s'il y a une, avant que tu rentres dans les chiffres, s'il y a un chiffre, un résultat que vous devez garder en tête aujourd'hui, c'est celui-ci. S'il y a un tableau que vous devez garder, je ne vous demande pas de connaître par cœur tous les chiffres, c'est celui-ci. Donc vas-y Thomas, rentre dans les chiffres aujourd'hui et puis je vais vous expliquer pourquoi il est aussi important. Et on voit que donc la semaine dernière, entre le 6 et le 9 mars, on était à 44% approuve, 56% non rejette la manière que Trump s'occupe de l'économie. C'est intéressant de voir le 44% qui approuve parce que j'essaye de trouver si on a eu déjà ce chiffre-là. Bah non. Je descends et on retrouve que jusqu'en décembre 2017, il faut redescendre jusqu'en 2017 pour retrouver le 44%, que sinon, comme on l'a dit, l'économie, c'était toujours quelque chose de fort, de positif même pour Trump. Il y a des moments où il était même noté ou sondé à 56%. Des gens qui approuvaient la manière qui s'occupent de l'économie. Ouais, même dans cet endroit de 44, dans cette période, il n'y a que 49% qui rejettent comparé à 56%. C'est là aussi la différence, c'est 7 points de plus qui rejettent comment Trump mène l'économie. Tu as raison de dire, c'est la première fois. C'est bon, ils font l'émission à ma place. Dans l'histoire de ce sondage, qui est au-dessus de 50%. On voit que Trump est au-dessus de 50% dans le rejet dans l'économie. Quand tout à l'heure... On te dira quand tu peux faire une parenthèse. Merci. Vas-y. Quand tout à l'heure, je vous disais qu'il y avait une information choc dans ce sondage, c'est ça. Vous avez la même question, c'est une des questions les plus classiques de la politique américaine qui est posée par le même institut depuis 2017. Et c'est la première fois de l'histoire de la politique Trump, donc de la première présidence et deuxième présidence, où il y a plus de 50% des Américains, alors on est à 56%, qui rejettent ce que Donald Trump est en train de faire. C'est vraiment un séisme pour Donald Trump, personnellement, et pour l'avenir de sa présidence, parce que s'il perd ça, il lui reste la question de l'immigration. Donc, spoiler alert, on va en parler demain en se disant, est-ce que, justement, il va pouvoir s'appuyer sur ça en attendant de passer à travers la tempête? Et vous allez voir, c'est pas gagné non plus sur cet aspect-là. Mais aujourd'hui, voilà, pour la première fois depuis 2017, alors que ça fait que 50 jours qu'il est au pouvoir, vous avez plus de la moitié des Américains qui rejettent la politique économique de Donald Trump. Non, je pensais que tu voulais dire quelque chose, en fait, et c'est ton micro. On va regarder les prochains chiffres. Donc voilà, donc là, c'est pour compléter ce que vous disiez, Cody, et là, on voit que c'est pas nouveau, que les Américains considèrent que la manière dont Donald Trump s'occupe de tout ce qui est assurance sociale, assurance santé, le fameux healthcare, qui englobe Obamacare, mais pas que les Américains déjà le rejettent à 56. C'est une grosse différence par rapport à son arrivée au pouvoir en 2017, où
il n'arrivait pas à convaincre, mais la plupart des gens, du moins, il y avait une partie importante qui n'avait pas d'opinion. Là, on voit qu'il n'y a que 1% des Américains qui n'ont pas d'opinion sur la politique Donald Trump. Donc ça veut dire que on avait le sentiment que les personnes n'allaient pas, que les électeurs, que les habitants américains ne seraient pas intéressés par rapport à ce qui se passe. Lorsque vous avez que 1% dans un sondage de personnes qui n'ont pas d'opinion, ça veut dire que les gens suivent ce qui se passe. Pourquoi ? Pas parce que Trump est à la télé tous les jours, mais parce que ça touche à leur porte-monnaie. Lorsqu'on parle d'assurance sociale, c'est évidemment le coût de la médecine, le coût des médicaments, etc., etc. Et donc, il est à un taux de rejet qui ramène à la fin de son année 2017. On voit que même lorsqu'il a quitté le pouvoir, donc on regarde ça au niveau de 2020. Non, qu'est-ce que je dis ? Il a quitté en 2021. On voit que donc au mois de mai 2021, on n'était pas dans ces proportions-là. Il a des chiffres, encore une fois, et c'est inquiétant pour Donald Trump, il a des chiffres de fin de mandat. Lorsque un candidat est usé après 4 ans de pouvoir, ça fait 50 jours. On regarde le tableau suivant. Vas-y Thomas. Allez, vas-y Cody. Je crois qu'avant de rentrer dans le tableau, on va voir encore une fois des chiffres négatifs pour Trump. Après, je ne veux pas rentrer... Non, pour une fois, non. Je suis trompé. Je me suis fait avoir. C'est pour ça qu'il faut regarder les documents. Je lisais le chat, je suis désolé. Il y a beaucoup de messages. Pour une fois, on sort une victoire de Trump. C'est rare, c'est la pause victoire de Trump. Il en faut bien une. Cette fois, c'est pour l'immigration, où on voit qu'il y a 51% des Américains qui approuvent de comment ils gèrent ce dossier et que 48% qui sont contre. Même si c'est une victoire, on n'est que à 3 points d'écart comparé à... C'est sûr, c'est fragile. Oui, c'est fragile. C'est fragile, mais ce qui est extrêmement intéressant, et on voit qu'il n'y a pas de gens sans opinion, là, parce qu'en fait, les chiffres du sondage ont été arrondis. Donc, ça veut dire, en tous les cas, qu'il y en a très peu. Mais ce qui est intéressant, ça vous montre aussi, et ça a été le point fort de Donald Trump, d'identifier ça pendant la campagne, et le point faible de la campagne de Kamala Harris de ne pas avoir été suffisamment présente sur ce territoire, de montrer combien l'immigration est devenue un sujet extrêmement important pour la totalité des Américains. On sort de MAGA et de démocrates. Ici, on voit qu'en 2017, lorsque il est arrivé au pouvoir, la majorité des Américains le rejetaient, alors que son thème n'a pas changé, on était dans le mur, etc., le rejetaient sur ce qu'il souhaitait faire en termes d'immigration, la séparation des familles, etc., etc. Et là, on voit que donc il y a un revirement complet de la population, que même dans un moment où il y a un rejet important de Trump après 50 jours de pouvoir, sur les questions migratoires, il continue à avoir une position positive parce que c'est un sujet qui touche les Américains. Et oui, Maître Eolas, bravo, belle petite parenthèse. Comme on le disait dans le dernier Sentinelle, taper sur les étrangers, ça paye toujours, car eux ne votent pas. C'est également un des points importants. Et ça, on le voit donc dans cette partie de ce sondage-là. Il a une approche différente par contre, parce qu'en 2016, c'était on va construire le mur et ils ne vont pas rentrer dans le pays. Et maintenant, son approche... Non, il n'y avait pas que ça. Il y avait aussi la deportation, séparation des familles et tout ça. Non, mais le message qu'il envoyait pour se faire lire, c'était le mur. Et aujourd'hui, son message, c'est on va les enlever des rues, des villes et tout ça, donc vous serez moins en danger. Donc je crois que la perception, elle est différente. Même si je suis d'accord avec toi, au fond, c'est le même truc. C'est que le message, c'est que c'est pas juste on va protéger la frontière, parce que quand tu vis dans un état ou même une ville qui n'est pas frontalière, tu dis mais c'est pas vraiment un impact pour moi. Mais quand il dit le crime dans votre ville va baisser parce que je viens enlever le danger, il y a un impact plus positif pour les électeurs. Je crois que c'est ça la différence. Ok.
C'est une analyse. En plus, on voit que c'est un des chiffres en ce moment, les seuls chiffres où Trump peut s'accrocher pour rester dans le positif. Là, on va voir un sujet qui est très, très important en ce moment. On en a parlé avec Zelensky, avec le Canada, l'Europe et tous les autres pays que Trump vise en ce moment. C'est la manière qu'il gère ses affaires avec les autres pays. Et là, on voit, c'est très clair, 58% dans le négatif, 58% n'approuvent pas de la manière qu'il gère ces histoires-là. Encore une fois, c'est un chiffre quasiment historique. On doit descendre jusqu'en 2017 pour retrouver des chiffres qui sont à peu près au même niveau. 42% seulement approuvent en ce moment de la manière qu'il gère ces relations-là. Ouais, encore une fois, des chiffres de fin de mandat, d'usure de mandat. On est aussi dans un monde, vous l'avez remarqué, où tout s'accélère. Je ne pense pas que... on parle souvent des 100 jours, la présidence de Biden nous a montré que c'est une échelle de mesures qui n'existe plus. Je pense qu'on peut le dire pareil avec la présidence en France. On est passé dans un monde où le public a moins de patience, laisse moins de temps. Et donc, c'est pour ça qu'en 50 jours, Donald Trump est dans des chiffres de fin de mandat. Tableau suivant, Thomas. Donc, cette fois-ci, vas-y, on retourne sur les priorités. Oui, vas-y. Exactement, parce qu'en fait, c'est ça, c'est comment est-ce que vous ressentez les priorités de Trump comparé aux priorités que vous pensez vous-même. Donc, est-ce que Trump passe assez de temps sur les sujets qui sont le plus importants pour le pays? Et là, on voit que 50% des gens sondés trouvent qu'ils ne passent pas assez de temps, qu'ils ne donnent pas assez d'attention aux problèmes qui comptent vraiment au pays. 43% disent oui. Ouais, on voit que donc les priorités de Trump en ce moment qui sont les tarifs, donc les frais douaniers et l'expansion territoriale américaine et se rapprocher de Poutine globalement et regarder ce chiffre de sans opinion, on est à 0%. Oui. Les Américains sont connectés, il n'y a plus vraiment de doute évidemment sur ce que fait Donald Trump, ce qu'est Donald Trump. Il y a une autre question, je pense, je ne vous ai pas mis la totalité des questions parce qu'il y en avait presque 200, qui montrent que les Américains dans leur ensemble estiment qu'il a une politique unique, qu'on ne peut pas le comparer. Il a une manière d'exercer le pouvoir qu'on ne peut pas comparer avec d'autres présidents, pour le meilleur et pour le pire. C'est-à-dire que quand ça ne va pas, il est 100% responsable. Et si demain, ça marcherait, on dirait, ben voilà, c'est peut-être comme ça qu'il faut diriger un pays. Là, on se dit non, il n'a pas les bonnes priorités. Il ne consacre pas suffisamment de temps à nos vrais problèmes. Ouais, il s'éloigne vraiment de la campagne quand c'était l'opposé de tout ça, où tous les jours, il parlait que de deux choses. C'est que, comme tu l'as dit, dès le premier jour, je vais baisser le prix de tout coûte trop cher, je vais baisser ça, et 2, je vais sécuriser la frontière et enlever tout le crime autour de vous. Et de s'éloigner de ces priorités-là que les gens veulent entendre, veulent voir ces résultats et l'ont élu surtout sur ça. Voilà pourquoi on voit ces chiffres maintenant dans ce sondage. Exactement. On va passer à la catégorie suivante. Et ça en fait ça confirme vraiment dans des proportions énormes ce qu'on disait aujourd'hui quand on demande aux Américains mais c'est quoi donc ils ne s'intéressent pas aux vrais problèmes qui vous préoccupent. C'est quoi les problèmes qui vous préoccupent? 42%. C'est l'économie. Et quand je vous dis c'est le problème le plus important, regardez par rapport aux autres, l'écart avec l'État, la démocratie américaine, la manière dont, donc ça c'est Doge, dans le gouvernement fédéral, et même l'immigration, on voit c'est un sujet important, mais finalement il n'y a rien qui dépasse le porte-monnaie. Et donc c'est pour ça que Donald Trump s'effondre. Il n'a plus cette perception du business president. Ça, c'est vraiment une nouveauté. Oui, c'est ça. Et je crois que les gens, quand l'économie ne va pas bien, l'immigration, très rapidement, ça devient un sujet qui n'est plus intéressant. On peut se permettre de parler de l'immigration quand l'économie va bien. Oui, sauf jusqu'au moment où, et je pense qu'on va arriver là dans les prochains jours,
dans les prochaines semaines, parce que on va en parler demain, mais les résultats aussi ne sont pas bons par rapport à la promesse de Donald Trump. Et je pense qu'on va arriver à un moment où on va expliquer que certains mauvais résultats économiques sont liés à l'immigration. Rappelez-vous, lorsqu'il a introduit ce concept qui a fait sourire, qui est devenu, en se moquant de lui, viral sur les réseaux sociaux, du black job, qui était donc le boulot des Afro-Américains, pour dire des boulots d'entrée de gamme, des boulots mal payés. Il a dit plusieurs fois pendant la campagne, et c'est un thème qu'il n'a pas repris depuis, que cette immigration clandestine venait vous voler ce travail-là. Et je pense qu'on va retourner très rapidement du côté de Donald Trump vers ça, qui est d'essayer de mélanger son dernier sujet fort, l'immigration, à son sujet faible, et non plus de dire c'est la faute, c'est moi parce que j'ai cette instabilité, je suis en train de mettre des frais douaniers tous les jours qui font que les prix vont augmenter, que les licenciements arrivent, ça s'est déjà passé. Il va dire non, mais tout ça c'est lié à l'immigration. En tout cas, très intéressant ce sondage. C'est fou oui, il faut le rappeler que voilà, nous sommes qu'en mars, ou début mars. Ce sera intéressant de voir comment ces chiffres continuent. Parce que comme tu l'as dit, tous les jours, il y a quelque chose qui se passe. Tous les jours, on commence à apprendre plus en plus qu'est-ce que ça veut dire les tarifs sur la vie quotidienne ici. Donc à suivre. Est-ce qu'il nous en reste encore quelques-unes? Un dernier peut-être, non? C'est oui. Ça? Un dernier. Vous allez... Vas-y, Cody, si te fait rire, vas-y. Bah là, il y a plusieurs questions assez intéressantes. La première question, c'est est-ce que Trump va unir le pays et non le diviser? Surprise, il y a 65% de la population qui pense que Trump ne va pas unir le pays. Je sais, c'est assez choquant. Et il n'y a que 34% qui pensent que Trump va pouvoir unir le pays. Et quand on regarde, ça n'a jamais été une bonne question pour lui, mais vraiment jamais. Non, ça n'a jamais été une bonne question, mais encore une fois, on retombe dans ce truc de se dire que ce sont des chiffres de fin de mandat. Oui. Là, je ne sais pas si tu t'en souviens, Thomas t'en souviens, mais la fin du mandat de Trump, c'était vrai. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est conclu le 6 janvier au Capitole. C'était vraiment une division complète. Il y avait des manifestations, etc., etc. Donc, c'était vraiment compliqué pour Donald Trump. Son mandat ne s'est pas terminé dans la quiétude. C'est le cas de le dire. Et on a en début de mandat cette fois-ci. Et donc, c'est inquiétant sur l'avenir parce que une fois qu'on a regardé tous ces chiffres-là, on se dit, oui, mais alors c'est quoi la solution? Qu'est-ce qui va se passer si demain, la situation économique, parce qu'il ne veut pas bouger, pour l'instant, il ne veut pas bouger de ses tarifs douaniers, donc de ses frais douaniers, qu'est-ce qui va se passer lorsque, aujourd'hui, c'est 56, tu peux retourner sur la première illustration qui est la dernière du dossier, c'est 56% des Américains qui n'approuvent pas ces choix politiques. Qu'est-ce qui va se passer quand on va être à 60, à 65 ou à 70% et qu'on va dépasser les chiffres de rejet de la fin de son mandat? Je vous rappelle qu'il y a eu des manifestations violentes dans plusieurs grandes villes du pays à ce moment-là. Comment ce rejet des politiques économiques de Donald Trump qui vont se traduire dans la réalité par des difficultés, on l'a vu, ce manque de confiance qu'ont les consommateurs américains, quel que soit leur revenu financier, comment ça va se traduire dans le rejet de Donald Trump? Comment ça va se traduire dans la division de cette société américaine, non plus une division entre droite-gauche, mais une division entre très riches et le reste? C'est quoi la porte de sortie de ça? On risque de passer dans des périodes de turbulence pour les États-Unis. Quand on entend des gens sur Fox nous expliquer que voilà, il y aura des moments difficiles, ça va être difficile avant d'être facile, là peut-être ils parlent
du résultat des tarifs. Mais en fait, c'est peut-être ça la réalité, c'est que oui, il y aura des moments difficiles, pas parce que Trump impose des tarifs, ou pas que parce que Trump impose des tarifs, mais parce que Trump commence à chuter. Et pour éviter cette chute et pour éviter de s'écraser, il faudra faire quelque chose de dramatique. Ouais, qu'est-ce qui va se passer quand le peuple n'aura plus l'emploi et qu'il aura faim? Parce qu'on voit les tarifs qui tapent sur la nourriture, les emplois, on verra. C'est inquiétant. On verra. Et en parlant de chute et de baisse, justement, c'est en plein dans le sujet prochain. On va parler de Elon Musk, de chute, de boycott et d'imposition. À tout de suite.